suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Depuis le IXe siècle, l'Alcazar de Séville n'a cessé de se réinventer. Au gré des interventions des califes ou émirs musulmans et des monarques chrétiens qui s'y sont succédés. Déclaré patrimoine mondial de l'humanité en 1972, l'Alcazar et ses jardins sont aujourd'hui encore la demeure occasionnelle de la famille royale d'Espagne. Les Arabes furent les premiers à y aménager des vergers. Au XIIe siècle, les Almohades, dynastie nomade venue du Maroc, sont à leur tour séduits. Ils bâtissent leur demeure et sur ce sol fertile, cultivent les agrumes et font pousser du jasmin. Pour protéger leurs maisons, leurs terres agricoles et leurs jardins, ils édifient une muraille. Leur règne prend fin au XIIIe siècle, lors de la conquête chrétienne. Pierre Ier de Castille bâtit alors son palais monumental, une œuvre d'art chrétienne et musulmane. Juan Alberto Romero est historien et archéologue, membre de l'Observatoire des Jardins de l'Alcazar. Quand les chrétiens ont conquis le territoire qui était musulman, la grande majorité de la population va continuer à vivre avec les rois chrétiens et ils vont travailler pour eux. Il y a un mot spécifique à cette population musulmane qui vit dans le territoire chrétien. Il s'appelle les moudérars. L'art qui va se développer pendant cette période est le résultat d'un mélange hybride entre l'art chrétien et l'art islamique. Il est qualifié d'art moudérar parce qu'il est issu de cette population. À l'entrée du palais de Pierre Ier, l'inscription qui couronne la façade est un bon exemple de l'idée qu'on peut se faire de l'art moudérar. Ce qui est intéressant, c'est que l'inscription est en castillan, une langue officiellement chrétienne pendant le Moyen-Âge, et qu'elle est entourée d'un autre texte qui, lui, est en arabe. C'est un bon exemple de cette cohabitation, de cette hybridation entre les chrétiens et les musulmans, qui est très représentatif du règne de Pierre Ier. Et ce que ça signifie, c'est que parmi les chrétiens, pendant une certaine période du Moyen-Âge, il y a eu une grande fascination pour l'artisanat, le jardinage, l'art de la culture musulmane et de son mode de vie en général. Pierre Ier convoque les meilleurs artisans de Tolède, Grenade et Séville, tous musulmans, pour construire son palais et ses jardins. Le patio des Demoiselles, axe autour duquel s'articule le palais, est emblématique de l'esprit des premiers jardins d'agrément. Sergio Rodriguez Estevez est architecte, responsable de l'Observatoire des Jardins de l'Alcazar. Sergio, dans la tradition islamique, le jardin tient une place prépondérante. Le jardin est toujours étroitement lié à l'idée du paradis. Oui. Nous sommes ici dans un jardin chrétien, mais qui a été réalisé par des architectes et surtout des maîtres d'œuvre musulmans, dans un esprit plus musulman que chrétien.
D'une certaine façon, il recueille toute la sensibilité islamique. Le jardin est l'endroit du plaisir dans la culture almohade. Mais c'est aussi un lieu qui fait référence au paradis, même si c'est un concept parfois critiqué. Par exemple, l'eau pour des gens qui viennent d'endroits très secs, où elle s'apparente à l'oasis, est au cœur de l'idée de paradis, ici avec ses 4 rivières. L'eau dans les jardins islamiques, comme celui-ci, a occupé un point central, et elle représente la fertilité, les dons de la vie. Il y a aussi la végétation qui est représentée sur la pierre et qui parfois semble offerte par une main de Fatima. Il est donc facile d'établir une corrélation entre le jardin et le paradis sur terre. Et alors avec ce jeu de niveaux, on peut presque toucher le sommet des arbres ici. Oui. Les 2 niveaux sont très intéressants. Ils sont faits selon toute vraisemblance pour des questions purement fonctionnelles, car ils permettent de mieux garder l'humidité sous des climats aussi sévères et chauds qu'ici. Mais aussi parce que, de toute évidence, ils donnent une autre perception du jardin. Il semblerait normal de marcher sous les arbres plutôt que de les avoir à hauteur de main, comme s'ils étaient une balustrade. C'est typique des jardins almohades. Il y a un passage du Coran qui parle du paradis comme d'un lieu où la végétation offre les fruits à portée de main. Et ces jardins à 2 niveaux rappellent un peu cela, où tu n'as pratiquement qu'à tendre la main pour cueillir les fruits du paradis. L'eau du Guadalquivir était acheminée puis stockée dans un château d'eau avant d'irriguer les vergers et les jardins et d'alimenter les fontaines et les bassins. Archéologue, Lola Robador a réalisé des travaux de rénovation hydraulique dans les jardins de l'Alcazar. Lola, ce système de distribution, il est clairement influencé par les techniques hydrauliques romaines. Oui, le monde romain a appris des Égyptiens la culture de l'eau. Et ils ont construit de magnifiques œuvres hydrauliques, comme l'aqueduc, qui arrive jusqu'à la tour de l'eau. On a cessé d'utiliser cet aqueduc et le monde islamique l'a récupéré et grandement amélioré pour irriguer les vergers et les jardins. Depuis cette tour, l'eau arrivait jusqu'à ce grand réservoir, puis alimentait tous les autres bassins du jardin par débordement. C'est très beau de voir comment l'eau qui déborde de ce bassin se déverse dans le bassin du Lion. Ce système hydraulique magnifique a permis cette splendeur, cette verdure, fruit du travail des Romains, auquel s'est ajouté le très riche apport du monde islamique. Más el grandísimo complemento interesantísimo del mundo islámico. Dans l'art des jardins islamiques, cette frontière entre ornementation et irrigation, quand on regarde les fontaines, elle est très très floue. Oui, entre les ornementations et l'irrigation, il n'y a pas vraiment de frontière. C'est ce qui en fait la beauté. C'est fait d'une manière très délicate, aussi bien en ce qui concerne les choix dans les matériaux que dans l'acheminement, la géométrie, dans les pentes, dans la façon de faire surgir l'eau. Ces jardins sont faits pour faire profiter tous les sens. L'odorat avec l'arôme des plantes, le son, l'eau, les silences et le chant des oiseaux. Le toucher avec les azulejos, le goût avec les agrumes, ce sont des jardins qu'on ressent avec les sens.
Dans d'autres jardins, c'est davantage la vue ou l'intellect qui sont sollicités. Mais ici, ce sont des jardins qu'on apprécie parce qu'on les ressent de l'intérieur. C'est un peu comme si l'eau stimulait, accompagnait tous les sens pour que l'on profite de ces vergers, de ces jardins, de toutes ces merveilles. À proximité du palais, cours et patios apparaissent entre l'occupation musulmane et la conquête chrétienne de l'Andalousie au XIIIe siècle. À partir du XVe siècle, des jardins d'agrément, ces espaces intimistes, remplacent les champs et les vergers d'origine. L'enfilade des jardins sous le bassin de Mercure en est le plus bel exemple. À la Renaissance, le jardin des Dames et le jardin de l'Alcôve s'adossent à la muraille almohade. Puis, au XIXe siècle, de grands jardins s'étendent au-delà de la muraille, comme celui du Marquis ou le jardin anglais. Les jardins de l'Alcazar se sont transformés et multipliés en répondant à l'évolution des modes et des styles artistiques. En 1612, l'architecte italien Vermondo Resta donne une touche maniériste au nouveau jardin. Comme on le faisait en Italie à la Renaissance, il conçoit une fontaine équipée d'un orgue baptisé la fontaine de la célébrité. L'eau qui descendait par gravité déclenchait des sons qui composaient une musique. José María Cabeza a restauré cette fontaine lorsqu'il était directeur de l'Alcazar entre 1999 et 2008. On voit un orgue qui est très orné. Ce qu'on voit aussi sur cet orgue, c'est cette couleur ocre qui est tout à fait particulière et qu'on retrouve un peu partout ici dans l'Alcazar. Si, Vermondo Resta. Vermondo Resta, architecte milanais. Il vient travailler à l'Alcazar de Séville au début du XVIIe siècle. Il respecte une tradition qui était en place à l'Alcazar depuis le Xe siècle et qu'il est encore aujourd'hui. C'est la couleur, l'intonation chromatique. Il introduit ici les mêmes couleurs que pendant les périodes Taïfa, Almohad et Mudéjar. Il s'agit des couleurs Almagro et Calamocha. Almagro, c'est saumon. Et Calamocha, c'est jaune. Ici à Séville, on appelle ça les couleurs Alvero, comme le sol de l'arène quand il est mouillé. À l'Alcazar, dans ces jardins, sur 14 000 mètres carrés, nous avons une grande variété de tendances architecturales et paysagères, avec une constante, la couleur. La céramique des azuleros, la pierre et la brique de la région de Séville étaient les matériaux prisés pour réaliser les ouvrages. Au XVIIe siècle, la mode des jardins italiens transforme les habitudes. Et alors justement ici, José María, on a un nouveau matériau qui était utilisé mais de manière beaucoup plus discrète dans les jardins primitifs à l'Alcazar, qui là est employé de manière beaucoup plus monumentale sur la fontaine de Neptune. Au XVIIe siècle, non seulement de nouveaux styles apparaissent, de nouvelles géométries, de nouvelles conceptions architecturales ou paysagères, mais également de nouveaux matériaux.
Vermondo Retta apporte ici une nouvelle conception spatiale et une nouvelle utilité. Il introduit aussi des matériaux qui proviennent de sa terre natale, comme le marbre d'Italie. Et tout naturellement, il incorpore la mythologie qui régnait à cette époque. On peut voir ici le dieu Neptune. Mais il fait même davantage. Il transforme les fontaines existantes de l'Alcazar, qui, suivant les préceptes islamiques, ne doivent pas être surélevées. L'eau coule de la terre et doit rester au niveau de la terre. Retta, lui, les élève et dévoile une autre conception. C'est un nouvel enrichissement. Avec sa nouvelle conception du paysage, l'architecte Vermondo Retta convertit l'imposante muraille almohade qui borde les jardins en promenade couverte. Elle prend alors le nom de Galerie du Grotesque. Il fait recouvrir le mur de rocailles qui évoque les fonds marins, une décoration à la mode depuis la Renaissance jusqu'au jardin pittoresque du XIXe siècle. Il crée ainsi, sur un ouvrage défensif, un chemin de promenade rythmé de colonnes qui transforme la muraille en belvédère, un espace d'où l'on peut admirer les jardins. Et Juan, ce qui est remarquable ici, c'est qu'on a aussi l'impression d'être un petit peu en Italie. On retrouve ces portiques qui sont typiques, on retrouve la manière de découper le jardin qui est très très proche finalement de nos jardins Renaissance. Oui, en réalité, on peut dire que nous sommes dans un jardin italianisant, où la coupe de la végétation est plus géométrique, plus dessinée, et où la nature est plus soumise à l'homme. Il y a un événement à partir duquel naît la Renaissance, qui correspond au mariage de Charles V et d'Isabelle du Portugal à Séville. On le célèbre en ville et la fête se passe dans l'Alcazar et ses jardins. Alors pourquoi Séville? Parce qu'à cette époque, cette ville était la capitale économique de l'empire colonial espagnol. Ici arrivaient les marchandises d'Amérique. Séville s'était convertie en port des Indes, c'est ainsi qu'on l'appelait. Il est évident que c'était l'endroit idéal pour célébrer le mariage de Charles V. Charles Quint, séduit par le style Renaissance italien, l'importe dans les jardins de l'Alcazar. On passe des jardins intimes conçus pour la contemplation et inspirés par le style arabe, aux jardins ouverts, surtout destinés à la promenade et à la représentation. Le pavillon qui porte le nom de Charles Quint et trône dans le jardin de l'alcôve mélange d'ailleurs le style mudéjar et le style Renaissance. Ces deux styles artistiques vont dès lors cohabiter dans les jardins de l'Alcazar. Depuis cette galerie, on se trouve en hauteur et on peut contempler toutes ces décorations, tous ces modèles géométriques qui ont fait la renommée du monarque. En fait, l'art est utilisé comme une propagande à la Renaissance. Et il n'y a pas de meilleure place pour un roi que cet endroit où il peut admirer ses jardins. Au XIXe siècle, à l'époque du romantisme, les jardins de l'Alcazar s'agrandissent au-delà de la galerie du grotesque. Dans le jardin anglais, la végétation se développe librement. Les chemins, auparavant rectilignes, se courbent et deviennent sinueux, comme pour mieux admirer, tels des trophées, les arbres rapportés des colonies. Tout comme son père, Antonio Garcia Burgos est jardinier à l'Alcazar, qu'il connaît depuis son enfance. Antonio, il y a deux essences qui m'ont marqué quand je suis arrivé à l'Alcazar. C'est le l'Hibiscus mutabilis, je ne le connaissais pas très bien, et puis le Coryzia que vous appelez le Palo Borracho, qui est ton arbre préféré.
Oui, j'adore cet arbre. Le palo borracho, c'est l'un de ceux qui m'impressionne le plus par sa floraison et par son tronc. Regarde, si tu l'observes, il est recouvert de pics. C'est une défense contre les animaux. Cet arbre est aussi appelé arbre à laine, parce que lorsqu'on ouvre son fruit, il s'en échappe une sorte de laine. Et sa semence se disperse pour remplir sa fonction reproductrice. Il a aussi un autre nom, le palo borracho, qui veut dire bâton ivre, parce que dans son pays d'origine, l'Argentine et le Chili, son tronc a la forme d'un tonneau. Alors on le compare à une boisson qui enivre les gens. Mais son vrai nom est Corycia speciosa, en Argentine et au Chili. C'est un arbre que l'on connaît depuis les années 50 ou 60, je crois. Cet exemplaire a été introduit par Roméo Gourouve. Et puis alors Antonio, on a cette fleur qui est incroyable, qui est entre l'orchidée et l'étoile de mer. Oui, elle est magnifique. Elle ressemble à une orchidée. Sa floraison est impressionnante. Si tu observes bien, ce que l'on voit ici, c'est une légère floraison, puisque nous sommes en septembre. Sa réelle floraison a lieu au printemps. Puis les feuilles tombent en hiver. Après, il y a une nouvelle floraison sans feuilles. Rien que les fleurs roses qui sont spectaculaires. C'est une merveille. Dans un décor de sous-bois et de vastes pelouses, le jardin anglais de l'Alcazar fait cohabiter les espèces exotiques avec d'autres plus communes. Depuis toujours, les jardiniers s'appliquent à maintenir ce mélange de styles et d'époques et cette palette végétale extrêmement variée. Antonio, dans un jardin, les équipes administratives, elles tournent, elles passent, elles disparaissent, elles sont remplacées. En revanche, les jardiniers, ils s'inscrivent toujours, quasiment toujours, dans une continuité. Vous en êtes un parfait exemple. Oui. Nous sommes chargés de continuer à maintenir les jardins comme autrefois, pour qu'aucune variété ne vienne perturber ce qui a toujours été fait ici. Nous sommes une vingtaine de travailleurs, et nous continuons constamment ce que l'on faisait avant. Et quand un nouveau jardinier arrive, on lui apprend au fur et à mesure. Il commence en bas de l'échelle et monte en grade. Il continue ainsi à se former pour enseigner le travail qui a été fait afin de maintenir la tradition. Au fil des siècles, à l'Alcazar, les végétaux comme les éléments architecturaux se sont enrichis d'apports multiculturels sans effacer les traces du passé. Finalement, on a l'impression que l'Alcazar, les jardins de l'Alcazar, sont un très bel indicateur d'une civilisation qui ne s'arrête pas à l'Espagne, mais surtout qui ne s'arrête pas à l'Europe, qui va chercher ses influences beaucoup plus loin, et que notre civilisation, elle est beaucoup plus riche que juste les frontières de l'Europe. C'est effectivement l'une des valeurs que détient l'Alcazar, cette combinaison de styles et cette perte de repères parfois. Ici, le jardin nous donne une leçon, celle de connecter les cultures d'une façon beaucoup plus large, en prenant ce qui peut paraître extérieur ou étranger et en regardant le monde sans notion de frontières. Si les cultures, les civilisations, les plantes et les idées, bien évidemment, ont voyagé, les apports peuvent être multiples et réciproques. La beauté et la richesse du jardin de l'Alcazar résident dans cette connivence de styles et de cultures, apparemment étrangères les unes aux autres. Je crois qu'ici, nous avons un autre avantage, celui d'être proche de l'Afrique du Nord. D'une certaine façon,
Excepté la religion, la culture populaire ici est liée par certaines traditions à la culture du nord de l'Afrique et bien entendu à l'islam. Pour vous, c'est évident. Oui, pour moi c'est évident.